Là, ça c'était du générique. Bonjour, oui. Gilles. Bonjour Gilles Bonjour, Dorval et Valérie. surtout bonjour Philippe Dana. Bonjour Gilles, bonjour Valérie. Ça Bonjour, vous fait Philippe. du bien d'entendre, ça vous fait quoi quand vous entendez ce générique? Je le connais assez bien, remarquez, donc ça me rappelle quelques souvenirs et c'est vrai que je l'ai beaucoup écouté pendant que j'écrivais mon récit, donc j'y suis très habitué. Alors, on vous reçoit pour ce livre Au pays des Toons, l'enquête rigoureusement farfelue et parfaitement subjective, mais tout à fait passionnante, qui vient de paraître chez Kero. Je ne sais pas si on peut voir, non, avec le truc, on voit pas bien la couverture. En tout cas, c'est le cadeau de Noël. Je peux vous la montrer, je l'ai aussi. Allez-y, vous serez Allez-y, moins, voilà, voilà. parce que moi je suis en fond virtuel, donc c'est plus compliqué. Donc on est ravis de vous recevoir pour parler des Toons, pour parler de tous ces personnages qui ont marqué notre enfance. J'ai appris d'ailleurs dans ce livre que Bugs Bunny s'apprêtait à fêter ses 80 ans. Et c'est cet anniversaire que vous organisez d'ailleurs dans ce livre. Moi, j'ai pris un plaisir fou à le lire. Alors, Gilles, la question du jour. Je pense qu'il y aura des cadeaux explosifs si c'est Bugs Bunny ou Oui. des carottes dynamite. Oui, alors on a voulu se demander si, comme nous, vous étiez nostalgique des cartoons parce qu'on vous les voit plus vraiment. Les télés Daffy Duck, Bugs Bunny, Titi et Grominet, ils ont un peu disparu face aux dessins animés américains ou japonais. Et donc, est-ce que vous êtes nostalgique de ces cartoons à la télévision? Bien, Valérie, une majorité de nos auditeurs sont nostalgiques. Oui, à 79%, non à 21%. Vous pouvez aller voter sur le compte Twitter de Sud Radio. Mais voilà un score qui doit faire plaisir à Philippe Dana. Ben oui, on les voit plus trop, hein, nos Bugs Bunny, Daffy Duck et autres Toons. Alors, c'est vrai et pas vrai. C'est-à-dire qu'on peut les voir, je pense qu'ils sont diffusés, mais en tout cas, ils ne sont pas mis en perspective comme on les mettait, nous, en perspective le dimanche soir, chaque dimanche soir à 19h30 sur Canal. Et par ailleurs, il y a quand même des épisodes qui ont été recréés tout récemment, au mois de mars. Ils sont diffusés sur HBO Max, qui est la plateforme de la Warner qu'on n'a pas encore en France, mais qui cartonne déjà aux États-Unis. Et c'est intéressant de voir que finalement, ces personnages qui ont pour certains 80 ans, vous l'avez rappelé Gilles pour Bugs Bunny, mais 90 ans pour Betty Boop, pour Mickey, donc ce sont des personnages qui sont âgés et qui pourtant séduisent toujours les jeunes spectateurs, parce que Warner, quand il a relancé la série pour HBO Max, a fait des études auprès des jeunes Américains d'aujourd'hui, et les personnages sont toujours très populaires. Ils ont réussi à être pérennisés jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Vous les regardez encore, vous êtes toujours fan de ces Toons? Ah ben déjà, pour écrire mon récit, ce récit, je l'ai écrit pendant 4 mois. J'étais bloqué au Maroc, à Tanger, par la fermeture des frontières. J'étais tout seul et j'avais vraiment que ça à faire beaucoup de recherches et à visionner. Alors ça pour le coup, ce sont des dessins animés que vous pouvez très facilement visionner sur Internet. Il suffit de taper le titre et les vidéos existent sur des plateformes de vidéos à la demande. Est-ce que je suis nostalgique de ces films? Je suis très intéressé par ces films parce qu'ils sont toujours aussi modernes. C'est ça qui est incroyable. Ouais, c'est ça qui est assez... Ils sont d'une modernité absolue. Ouais, absolument. C'est ça qui est absolument incroyable. Et d'ailleurs, à Tanger, vous avez eu la chance de rencontrer Popeye. Mais ça, on va en reparler dans un tout petit instant. On va passer au zapping de Gilles. Sud Radio, 10h midi, Média, l'instant zapping. Gilles qui regarde la télé pour nous. Alors Gilles, que s'est-il passé hier à la télé? Que s'est-il passé hier, ce moment étonnant et fort, évidemment, lors de la rencontre entre le PSG et les Turcs de Basse. Voilà, je savais. Voilà, je savais. Je me suis entraîné avec le réalisateur, je me suis entraîné tout à l'heure, et bien voilà, de Başakşehir, qui a été interrompu à la 13e minute. En effet, le 4e arbitre a désigné un joueur en disant le noir là-bas sur le terrain. Les joueurs ont immédiatement interrompu le match. Il y a un adjoint d'Okanburg qui estime qu'il a été insulté par le 4e arbitre avec le terme de négro. C'est ce qu'on entend, Mohamed? C'est ça, oui. L'un des agents du staff de Başakşehir qui dit que le 4e arbitre lui a dit négro. Pourquoi il dit négro, le 4e arbitre? Oui, c'est négro. C'est négro, J'imagine que vous allez revenir à 11h dans vos débats. Oui, on va en reparler. Cet incident. Absolument. Gloire Valérie à notre patron, gloire à Patrick Roger, gloire à Sud Radio, gloire à Ségolène Royal, dont la sortie sur la place Beauvau hier dans la matinale a été alors reprise par toutes les chaînes, dont Hier Quotidien, qui pense que Ségolène Royal n'était pas forcément elle-même.
Ah non, je vous assure, c'était pas Ségolène Royal. Bonjour Ségolène Royal. Bonjour. C'était la caricature de Ségolène Royal. Vous savez, celle qui est populiste. On est gouverné quand même par des gens qui sont complètement élites, qui sont complètement déconnectés du peuple. Dans le fin fond de nos campagnes, vous pensez que les gens Beauvau, ils savent ce que c'est qu'un veau, un veau qui est beau, Et le Beauvau, effectivement, c'est l'adresse du ministère. Bon, en tout cas, Non, c'était pas elle. Voilà, un veau beau, un beau veau. Si, c'était elle. Si, c'était elle. Et d'ailleurs, ce matin, plusieurs humoristes s'en sont emparés. On continue. Eux, ils connaissent bien la place Beauvau, mais ils ne vont pas y aller. Hier, à la réunion, évidemment, de la place Beauvau, eux, ce sont les policiers d'Alliance Police. Son représentant a expliqué pourquoi dans C'est à vous sur France 5. Écoutez bien ses propos, Valérie. On n'y participera pas tant qu'on n'aura pas des garanties sur ce qui nous intéresse au premier chef, c'est-à-dire d'abord les condamnations fermes pour tous ceux qui agressent, attaquent des policiers, parce que ça pour l'instant c'est pas le cas. Je rappellerai que samedi il y a eu sur 29 gardés à vue 12 rappels à la loi. On se demande vraiment qu'est-ce que vient faire le rappel à la loi dans des actes violents au sein des manifestations. Parce que quand par exemple on jette un pavé à la tête d'un policier, c'est de 3 à 5 ans en fonction des blessures qui sont commises. Quand on a un rappel à la loi, vous voyez le décalage. Et oui, décalage entre le rappel à la loi et les condamnations effectives. Une héroïne, Valérie, une héroïne, pas de dessin animé, mais une héroïne, celle qui a été la première au front, celle qui a démarré la vaccination en Angleterre. Vous savez qu'on peut désormais se faire vacciner de la Covid en Angleterre, évidemment, sous les caméras du monde entier. Une arrivée sous l'œil des caméras et quelques questions d'usage. Puis, Margaret, 90 ans, passe à la postérité en recevant le premier vaccin contre le Covid-19. C'est pour une bonne cause. Je suis vraiment contente de l'avoir fait. Allez-y, allez-y, c'est gratuit. C'est la meilleure chose à faire pour le moment. S'il vous plaît, allez-y, c'est tout ce que je peux dire. Si je peux le faire, alors vous aussi. Moi, je suis admiratif de ceux qui vont en premier avant tout le monde. Et vous avez entendu le nom du second, du deuxième, William Shakespeare. William Shakespeare, voilà. William Shakespeare s'appelait le monsieur. L'humour à l'anglaise. Qui s'est fait. C'est pas de l'humour, il s'appelait William Shakespeare. Oui. Allez, on conclut, on avance. On conclut avec Philippe. Ça, c'est pour vous, Philippe. Les années 80. Je pense que ça vous parle à chipper, à choper. C'était l'arrivée du breakdance, les années 80 en France. Eh bien, vous savez qu'en 2024, la breakdance va arriver aux Jeux Olympiques, qui auront lieu en France. La breakdance va être discipline olympique. Enfin, Valérie, un sport dans lequel vous allez pouvoir briller. Et oui, madame, un prétexte pour ouvrir la boîte à souvenirs. Alors là aussi, c'est pour vous, Philippe, que j'ai choisi ce son, car ce reportage qui était diffusé sur TF1 sur la découverte de la breakdance en France a été réalisé par un certain Michel Denisot. Écoutez la voix. Le hip-hop arrive de New York, mouvement né dans la rue autour d'un très très gros transistor. Il débarque en France, dans le métro, sur les parkings, le hip-hop est partout. Bonjour les frères et sœurs, c'est nous, les PCB, on débarque de New York City, on a toutes les nouveautés, Madu et ça. Voilà, et on a fini évidemment avec le fameux ciné. Et puis pour rendre à César ce qu'il y a à César, cet extrait a été passé hier dans l'émission de C'est à vous. Voilà, merci Gilles. Breakdance, un avis, Philippe Dana, breakdance, discipline olympique? Si on peut le pratiquer en duo, on pourra y aller avec Gilles. Oui, absolument. Moi, je pensais que vous alliez me le proposer, Philippe, donc je suis un peu déçu. Toutes les combinaisons sont possibles, Valérie. Voilà, on pourra l'imaginer. Au pays Valérie, pour rester dans les années 80, je vous propose de démarrer l'interview avec le générique de sa cartoon. On vous ouvrons avec ce fameux générique des années 80. Bonjour, c'est Sacartoon et je sais bien que vous ne me l'avez pas demandé, mais voici tout de suite les têtes d'affiche de Sacartoon cette semaine. Il y aura Woody Woodpecker, le pivert, il y aura Speedy Gonzales et il y aura des duos, Tom et Jerry et pour les fans, Bip Bip et le Coyote. Et voilà. Et voilà, c'était Sacartoon. Ça a duré combien, 22 ans, c'est ça ?
Philippe? 22 ans, oui. Ma voix a mûri depuis, vous avez vu? Oui, vous avez une voix très très jeune. Là, vous avez une voix un petit peu plus grave. 22 ans de sa cartoon, c'est dire si ça a accompagné un certain nombre d'entre nous, de jeunes et de moins jeunes. C'est à la fois cette aventure que vous racontez dans ce livre, ça va cartooner, parce que il y a une trame qui est donc l'anniversaire de Bugs Bunny que vous êtes chargé d'organiser, donc d'aller retrouver ses amis, mais c'est aussi une comment déjà, je vais pas trouver le mot, une percée dans le monde d'Hollywood, du Hollywood de ces années-là, et c'est absolument passionnant. Ça c'est un travail d'enquête que vous avez fait justement et que vous ignoriez, ou vous connaissiez déjà tout de ces toons? Alors, j'ai voulu faire un récit qui soit à la fois joyeux et cinéphile. Donc la partie joyeuse, c'est effectivement de partir à la rencontre des personnages et de les rassembler pour l'anniversaire de Bugs Bunny. Et la partie cinéphile, c'est de plonger dans l'univers qui est l'âge d'or du cinéma hollywoodien, les années 20, 30, 40, 50, et de raconter qui étaient les personnages derrière les héros de dessins animés. Et parmi ces personnages, il y en a qui sont extrêmement connus comme Walt Disney, très respectés, très appréciés par les cinéphiles comme Tex Avery, et puis d'autres qu'on connaît un peu moins. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait, en effet, beaucoup de recherches. J'ai lu énormément de documents anglo-saxons pendant le confinement pour me plonger vraiment dans une époque qui est... Moi, j'adore tout ce qui concerne les récits hollywoodiens. Dès qu'il y a un documentaire sur Hollywood, je regarde. Là, je viens d'acheter, sur les conseils d'un copain, le livre de Michel Lebris qui s'appelle Kong et qui raconte l'épopée du film King Kong. Donc, tous ces sujets hollywoodiens me passionnent, mais je voulais que les très nombreux spectateurs qui ont grandi avec sa cartoon, on avait 1 million à 1,5 million de spectateurs chaque semaine, donc c'était plutôt sympa. Je voulais justement leur raconter dans quelle perspective, dans quel univers se situent les personnages. Et je voulais en même temps que le récit soit pas seulement technique, mais qu'il soit plutôt rigolo et joyeux. Ah, c'est très joyeux et très rigolo, parce qu'il y a cette poursuite que vous faites de chacun de ces personnages que vous rencontrez, et où par exemple Popeye à Tanger vous explique, on comprend d'où vient son personnage. En fait, son créateur s'est inspiré de gens qu'il connaissait, et lui, en fait, Popeye, c'était un boxeur qui existait. Absolument, il habitait une petite ville aux États-Unis, et c'est Edward Seagar, le créateur de Popeye, qui est au départ un héros de BD, de bande dessinée. Il était dans les strips du dimanche des quotidiens américains. Popeye a cette popularité de presse écrite, et Max Fleischer, donc le producteur des dessins animés, fait le premier gros deal hollywoodien, puisqu'il signe avec William Randolph Hearst. Alors, Randolph Hearst, on le voit en ce moment sur Netflix, c'est un des personnages de Mank, la fiction de David Fincher. Voir, hein. Et le deal entre Hearst et Fleischer débouche sur la production des cartoons de Popeye. Popeye qui a, je dirais, 2 caractéristiques immédiates. La première, c'est qu'avec lui, les ventes d'épinards augmentent de 30%. Tout de suite. Et la seconde caractéristique, c'est qu'à la fin des années 30, Popeye est plus populaire encore que la star la plus populaire du moment de dessin animé, qu'est Mickey Mouse. Ouais. Alors au départ, ces dessins animés étaient diffusés avant le grand film quand on allait au cinéma. C'est pas du tout la télévision qui a popularisé les dessins animés, c'est-à-dire que c'était considéré presque comme du long métrage. Est-ce que à l'époque on en fabriquait beaucoup, parce qu'il faut se rappeler aussi que c'était dessiné à la main et plus pas par ordinateur comme maintenant, et donc c'était aussi un artisanat assez incroyable, la fabrication de ces dessins animés. Alors, ce que vous dites, Gilles, c'est très intéressant pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'effectivement, les dessins animés étaient faits pour le cinéma, avec des moyens considérables alloués à la production de ces films, qui étaient faits avec 24 images par seconde. Par la suite, quand la télévision est arrivée et que les producteurs ont produit pour la télé, Hanna-Barbera, par exemple, qui avait fait les Tom et Jerry à 24 images par seconde, sont passés à 8 images par seconde, c'est-à-dire à une économie tout à fait différente, adaptée à la télé. Mais ce qui est intéressant, c'est que, comme l'a montré Eddie Mitchell dans la dernière séance, la séance de cinéma à l'époque, c'était les publicités, les actualités, les dessins animés et le grand film. Et les cartoons s'intégraient dans cet univers-là. Quand la télévision est apparue dans les années 50, la production de dessins animés pour le cinéma s'est arrêtée presque complètement et rapidement, parce que la télévision
est devenu le fossoyeur. C'est comme la chanson, vous la connaissez, la chanson des Buggles, Video Killed the Radio Stars. D'une certaine façon, la télé a tué ces petites stars de ciné qui étaient les stars de cartoons. Mais paradoxalement, elle a été aussi l'artisan de leur renouveau, puisque aujourd'hui, je vous parlais d'HBO Max tout à l'heure, aujourd'hui c'est grâce à la télévision qu'ils ont gardé la popularité tout au long de ces années, jusqu'à 80-90 ans, alors que les stars de cinéma de l'époque, très peu sont encore connues et appréciées aujourd'hui. Comment vous expliquez cette, pas longévité, mais le fait qu'il soit indémodable ? C'est-à-dire qu'il y a une modernité quand on retombe sur un Tom et Jerry ou un Coyote ou sur tous ces dessins animés, on n'a pas l'impression que ça a été créé il y a Bugs Bunny 80 ans, c'est dingue. Oui, alors on peut l'expliquer peut-être de cette façon, c'est-à-dire que la plupart des dessins animés que vous venez d'évoquer, les studios Warner, les studios de la MGM, Tom et Jerry, les films de Tex Avery, se sont faits en opposition d'une certaine façon à la matrice qu'a été Walt Disney. Et en étant en opposition avec Walt Disney, les dessinateurs, les réalisateurs se sont dit « il est sur le domaine de l'enfance, nous on va aller ailleurs, nous sommes des adultes ». Nous vivons à Hollywood, nous côtoyons les metteurs en scène d'Hollywood, nous écoutons la radio, etc. Et donc, on va faire des films pour les adultes. Il se trouve que et c'est pour ça que la pérennité va jusqu'à aujourd'hui, parce que les valeurs qui sont portées par ces films, l'humour, la dérision, le sens de l'absurde, sont des valeurs qui sont toujours valables aujourd'hui et qu'on apprécie tous. Ouais. Et moi, des fois, ils me font penser à nos hommes politiques. Des fois, je trouve que quand on voit le professeur Raoul, ça pourrait être le diable de Tasmanie, et Elmer, ça pourrait être Jean Castex. Oui. Ah, Jean Castex, c'est un personnage qui... Alors, Jean Castex peut incarner plusieurs rôles. Comme nous sommes en direct, je ne vais pas me risquer à aller chercher quel personnage il pourrait être idéalement. Mais oui, mais évidemment. Mais vous savez, Valérie... Parce qu'ils ont tous... Ils sont pas nés par hasard. C'est-à-dire que les metteurs en scène qui les ont réalisés, dessinés, ils écoutaient la radio, ils lisaient les journaux, ils s'inspiraient de l'actualité. Il y a un nombre incalculable de dessins animés où on voit des caricatures de stars de l'époque. On croise dans les cartoons Humphrey Bogart, Edward G. Robinson, Lorraine Bacall, donc des acteurs, des actrices vedettes du moment. C'était d'une certaine façon, un peu les guignols de l'info du moment. Titi et Gros Minet ont failli ne pas voir le jour. J'ai appris ça dans votre livre. Ils avaient des doutes sur ces deux personnages, sur ce chat et ce petit oiseau. Alors, celui qui avait des doutes, c'était le successeur. En fait, ce sont des productions Warner, toujours. Ouais. Le producteur des cartoons Warner, au départ, s'appelle Leon Schlesinger. Il prend sa retraite et Warner désigne un administratif pour le remplacer qui s'appelle Eddie Seltzer. Et comme souvent... dans les médias, quand les administratifs se piquent de programmes, ça peut donner des catastrophes. Et donc, le fameux Eddie Seltzer se dit, tiens, non, un canari et un chat, ça marchera jamais. Et il va s'opposer à Fritz Freleng, le réalisateur de Titi et Gros Minet. Et Fritz Freleng, non seulement lui tient tête, mais surtout obtient une victoire éclatante en recevant le premier Oscar décerné à un dessin animé Warner avec Sylvestre et Titi. Ouais, il y a eu des Oscars. Vous avez raconté aussi la rencontre entre Michael Jackson et Joe Barbera, parce que là aussi, ça explique peut-être la pérennité de ces dessins animés. C'est que c'était des amis pour beaucoup d'enfants. Ça, c'est une très jolie anecdote que j'ai trouvée en lisant les mémoires de Joe Barbera, qui est donc avec William Hanna, le père de Tom et Jerry, mais également de plein d'autres personnages de télévision qui sont apparus par la suite, comme les Pierres à Feu, par exemple. Et Joe Barbera avait un projet de film long métrage. Il cherchait un musicien pour faire la musique. Il rencontre Michael Jackson. Finalement, ils font pas affaire, mais Michael Jackson est beaucoup plus impressionné de rencontrer Joe Barbera que l'inverse. Et donc, Michael Jackson demande un autographe à Joe Barbera, qui lui-même lui demande poliment la même chose, et Michael Jackson signe l'autographe en disant vous avez créé les personnages qui étaient mes seuls amis, je n'avais qu'eux.
Ouais, c'est incroyable. Stéphane nous dit. Dernière question. Pardon. Vas-y, allez-y. Non, Valérie, un auditeur nous dit. Les deux auditeurs nous disent les dessins animés actuels sont moches graphiquement. Les Warner sont superbes. Ça ne vieillit pas. Les jeunes aiment encore Picsou et Mickey. Kay nous dit Pépé le putois, ça me manque. Voilà, chacun a son Toons préféré. Gilles. Et juste avant de nous quitter, moi j'avais une question que enfant je me posais la question. Vous savez dans les Toons il y a écrit Eat at Joe, manger chez Joe. Joe, il existe vraiment le restaurateur et pourquoi c'était Eat at Joe? Bien sûr, il est installé tout près de Sud Radio. Oui, à côté, juste à côté. That's all folk. On a fini et c'est dommage parce qu'il y a plein de choses au pays des Toons. Franchement, si vous aimez les Toons, si vous aimez le cinéma, si Hollywood vous intéresse, c'est vraiment passionnant. Moi, je l'ai lu avec un plaisir fou parce que j'ai découvert des personnages comme alors évidemment, je vais pas retrouver le nom. Chuck, comment il s'appelle? Chuck Jones, qui est un personnage incontournable dans ce que sont les cartoons que vous avez d'ailleurs eu la chance de rencontrer. C'est le père de Bip Bip et le Coyote et c'est aussi le père du fameux Pépé le putois que vous évoquiez à l'instant. Moi j'aimais Bip Bip. Bah oui, moi j'aimais Bip Bip. Merci à tous les deux. Eh ben merci à vous. On vous a posé 100 fois la question, votre Toons préféré? Ça dépend des moments, mais en ce moment, je suis très Droopy parce que c'est son côté flex. Eh ben moi, je suis Bip Bip. Gilles? Moi, j'aime bien Daffy Duck en fait, parce que c'est un loser magnifique. Ah bah alors vous avez toute la généalogie de Donald Duck dans le livre de Philippe Dana. Au pays des Toons, j'ai paru Donald, c'est Mickey, Valérie. Ah oui, Donald vous Duck, c'est Daffy, oui, vous avez raison. Je me confonds de canard, je refonds Attention, de canard. Stéphane dit refaites une émission plus longue s'il vous plaît. Lisez le livre de Philippe Dana, vous aurez tout ce qu'il faut pour vous contenter. C'est plein d'anecdotes, c'est un plaisir de lecture. Merci Philippe.